Bienvenue sur Atypipol, le podcast des neuroatypiques. Pour cet épisode 6, je reçois Audrey Prévost, coach et accompagnatrice en reconversion professionnelle, fondatrice de l'écosystème Cap Impulsion et co-auteure du livre Trop, tout le temps et si j'étais à haut potentiel. Bonjour Audrey, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast aujourd'hui. Bonjour Nawel. Alors toutes les deux, on s'est rencontrées en 2020 sur les bancs d'une formation sur l'adulte à haut potentiel. Par un savant hasard, on s'est retrouvées à table l'une à côté de l'autre et on a pu faire plus ample connaissance et on s'est découvert plein de points communs, au-delà d'être à haut potentiel, mais surtout d'être la maman de 3 petits bouts. Tu es coach également et comme moi, tu œuvres à faire connaître le haut potentiel. Ça, c'est vraiment, comme tu le sais, le message de mon podcast. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de t'interviewer sur ce sujet de qu'est-ce que le haut potentiel pour toi, quand est-ce que tu l'as découvert, quelles sont les conséquences que ça a pu avoir pour toi, etc. Donc, ma première question, c'est à quelle occasion as-tu découvert ton haut potentiel? Quand est-ce que tu as compris que quelque chose était différent et qu'il fallait que tu creuses cette piste? Alors ça s'est fait en étapes. J'ai eu un burn-out il y a 5 ans, mais un burn-out pas seulement professionnel, c'était un burn-out de vie en fait, à la suite duquel j'ai fait un coaching personnel. Et mon coach m'a dit à l'époque que ce serait bien que je commence à regarder au sujet. Et en fait, il s'est passé concrètement 4 ans avant que je décide d'y regarder vraiment. J'ai été dans le déni de moi-même quelque part pendant 4 ans parce que à la suite du burn-out, j'ai décidé de divorcer, de changer de métier, de prendre ma vie en main, de me ressourcer, de travailler en développement personnel. Et je pense qu'à l'époque, j'étais pas prête en fait à recevoir ce sujet parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et quand je dis qu'il n'y a pas de hasard, j'ai rejoint un ami au Pays Basque pour une de ces formations, lors de laquelle il y avait 3 ateliers auxquels on pouvait participer sur une liste de 6. Et je lui dis, écoute, j'ai pas le temps de m'en occuper, inscris-moi là où tu veux. Et il se trouve que j'arrive, le premier atelier, c'est le sujet, c'est l'arborescence, version HPI. Et je dis, mais tu te fous de moi? Pourquoi tu m'as mis dans ce groupe HPI? Je suis pas HPI, moi, je suis rien du tout, en fait, par rapport à ça. J'y suis allée quand même et en fait, au bout de 5 minutes, j'ai fondu en larmes de comprendre ce que c'était que l'arborescence, que ça avait comme impact dans ma vie. Et là, j'ai commencé à m'intéresser au sujet et surtout à prendre conscience en fait que ma fille était largement concernée. Donc, je l'ai fait d'abord pour elle et c'est souvent comme ça, on le remarque dans nos coachings, c'est souvent au travers des enfants que ça met en lumière le fait que le haut potentiel parle de nous aussi et qu'il y a quand même 50% de génétique là-dedans. Donc, voilà comment c'est venu petit à petit dans ma vie. Est-ce que du coup, tu as poursuivi la démarche pour aller pousser le sujet avec un professionnel, te faire tester et cetera? Oui, tout simplement parce que je lis souvent dans mes coachings, recevoir le sujet, l'accepter pour l'assumer et faire avec, pour bien vivre avec, ça passe par la reconnaissance de soi. Et en fonction de l'éducation qu'on a eue, de nos expériences de vie, l'estime de soi est pas forcément nourrie, ce qui était mon cas. J'ai pas eu une enfance où j'ai été aimée, choyée, reconnue dans ma différence en fait. J'ai été plutôt une enfant qu'on invitait à rentrer dans les cases et dans le moule parce que c'était plus pratique en fait. Et du coup, ça devenait très difficile pour moi d'acquérir ce sujet sans l'avis d'un professionnel qui me dise oui, Audrey, tu es au potentiel. J'avais regardé beaucoup de vidéos, beaucoup d'informations sur les réseaux. Je suis allée voir le site de Douance Aquitaine. On a fait la formation ensemble chez HPI Talent International. Et en fin de compte, c'était vital pour moi qu'il y ait quelqu'un de professionnel sur le sujet qui me le dise, qui me le confirme en fait. Même si moi, avec moi-même, j'avais pas trop de doutes, mais c'était juste moi avec moi-même. Et dès que je sortais de ma bulle personnelle, en fait, que j'étais confrontée au monde et à la société, je perdais ça en fait. Je perdais la validation que je me donnais de m'autoriser à être différente en fait. Simplement différente, pas bizarre, bizarre pour les autres, mais juste d'être authentique et pleinement moi-même. Donc oui, effectivement, j'ai passé les tests avec un neuropsychologue spécialisé dans le haut potentiel parce que c'est important de ma perception pour la lecture juste des résultats et que quelque part, le chiffre, on s'en fout un peu. Ce qui importe, c'est la lecture, vraiment le détail de ce que ça dit de nous dans la transmission des résultats. Oui, complètement. Alors justement, à ce moment-là, est-ce que tu as revisité ta vie, à la lecture de cette, grille, d'informations sur toi et surtout de cette information qui était que tu étais à haut potentiel? Le fait d'être une femme, par rapport à tes amours, tes grossesses ou juste le fait d'être une femme, ça a changé quelque chose dans ton regard sur ce que tu avais vécu jusque-là? Oui, ça a changé beaucoup de choses. Déjà,
Lorsque j'ai pris le rendez-vous pour la passation des tests, il s'est écoulé 3 semaines avant le dit rendez-vous et ça a été 3 semaines bouleversantes. Je crois que j'ai pleuré tous les jours alors que je suis pas d'un naturel à pleurer, mais j'ai tombé beaucoup de larmes en fait dans cette période-là, à l'appréhension en fait de rater le test ou qu'on me dise bah non, t'es pas HP parce que du coup, si je suis pas HP, je suis quoi? Est-ce que je suis juste folle? Une fois la passation effectuée, il s'est passé 15 jours avant l'obtention des résultats. Et là, ces 15 jours ont été abominables. J'ai eu l'impression que j'allais, en gros, c'était vivre ou mourir. J'avais la sensation comme si c'était toute ma vie qui se jouait. Et quand les résultats sont arrivés, ça a été d'abord un premier soulagement de dire, OK, je suis au potentiel, donc non, je ne suis pas folle. Il y a une raison, en fait, il y a une explication à tout ce que j'ai vécu. Et les étapes après, c'est effectivement cette part de colère d'abord. Dans les étapes, de toute façon, ça s'apparente beaucoup à la courbe du changement et la courbe du deuil. C'est comme quelque part devoir faire le deuil du soi d'avant. C'est assez violent quand c'est pas accompagné. Et de fait, une colère d'exprimer en fait avec moi-même que c'était pas juste, qu'on me l'ait pas dit avant parce que ça aurait pu changer beaucoup de choses dans ma vie. Ensuite, ça a été une étape de tristesse, un peu de panique, de dire OK, mais du coup, est-ce que je vais encore être aimée? Est-ce que je vais perdre mes amis? Est-ce que ça va changer quelque chose dans mon travail? Est-ce que ça va changer dans mes relations? Est-ce que je pourrais être en relation à l'autre, que ce soit sentimentale, amicale, familiale? Qu'est-ce que j'en fais concrètement? Et donc, une part un petit peu de détresse, de dire ça change trop de choses et finalement, je veux pas savoir. Je le sais maintenant et je vais continuer à vivre comme si tout était normal. Sauf que cette étape dans la courbe du changement qui s'appelle le marchandage et que moi j'appelle la normopathie, c'est hyper douloureux en fait de vouloir faire comme si tout était normal quand on sait que ça ne l'est pas. Et j'invite souvent mes coachés à travailler sur cette étape-là en profondeur pour arriver à l'acceptation et effectivement être en mesure d'accueillir le sujet pleinement et d'entreprendre sa vie avec qui on est profondément. Il n'y a pas eu d'impact vraiment par rapport à mes grossesses, mais plus par rapport à mon éducation, la scolarité aussi. Et puis le regard sur tous les jobs que j'avais pu faire qui se succédaient à grande vitesse sans se ressembler, ce syndrome un petit peu de l'imposteur dans toutes les étapes de ma vie où effectivement je suis bonne en tout mais experte en rien finalement. Tous les jobs que j'ai pu faire, j'ai été factrice, boulangère, vendeuse de vêtements, j'ai eu une entreprise à 21 ans en télémarketing, j'ai vendu des produits baby-food en République tchèque pour l'agroalimentaire. Voilà, j'ai fait plein de choses, journaliste, commerciale, secrétaire, assistante de direction, assistante commerciale, assistante de production dans des jobs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et c'est vrai que je le constate aussi chez mes coachés, plus ceux qui sont dans la tranche d'âge 35-55, une espèce de fatigue en fait de dire j'en ai marre de changer tout le temps, je voudrais faire comme tout le monde et me poser enfin. Donc, en fait, le regard comme ça sur ma vie, côté scolarité, c'est dire, bah, OK, en fait, j'ai un mode d'apprentissage qui est différent. Et donc, bah, ça justifie que maintenant, quand je souhaite apprendre quelque chose, j'adapte la formation à mes besoins fondamentaux en termes d'apprentissage. Le regard sur ma vie d'enfant, c'était d'accueillir, d'accepter, de pardonner et de me pardonner. C'était nécessaire effectivement pour continuer à avancer et dire OK, ça s'est passé comme ça parce que mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient dans leur ici et maintenant avec leur niveau de connaissance et de conscience à ce moment-là et les outils à leur disposition. C'était un sujet quand même à l'époque qui n'était pas commun et qui était plutôt même tabou parce que les surdoués, c'était souvent lié au mythe Mozart ou Einstein et donc c'était pas reconnu, donc je leur en veux pas. Par contre, ça m'a permis d'apprendre à mon papa pourquoi est-ce que lui vivait sa vie de cette façon-là et c'était un bel échange. Et donc après, l'autre point, c'est professionnel, où maintenant, j'arrive à entreprendre ma vie professionnelle avec ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer. Et je me suis créé une société, effectivement, qui est comme une couverture sous laquelle je glisse toute ma créativité. Je suis totalement indépendante et je choisis mes partenaires, effectivement, en fonction de mes valeurs fondamentales. Et j'ai cessé les relations qui étaient toxiques, en fait, dans tous les états de ma vie. Alors justement, je rebondis sur les relations toxiques. On se heurte souvent à une incompréhension de la part de certaines personnes quand on découvre son haut potentiel et qu'on commence à en parler. Est-ce que du coup, tu as vécu aussi cette expérience-là, toi? Oui, j'ai vécu cette expérience avec ma maman. Bah, il se trouve, quand on était en formation ensemble, ma maman, gardait mes enfants à ce moment-là. Je savais que c'était un sujet, qui était pas facile à aborder parce que ma maman, c'est la personne qui m'a, élevée et aimée.
dans la méconnaissance totale de ce sujet. Et la petite phrase qui m'était répétée souvent, c'est: «Ah ben, toi, Audrey, de toute façon, tu peux jamais rien faire comme tout le monde». Sous-entendu: «Ma fille, s'il te plaît, rends-moi la vie plus facile et fais comme tout le monde», ce qui m'était impossible. Chaque soir, en rentrant de la formation, je me disais: «Bah, OK, ce sujet, il m'anime et il me fait vibrer et comment je peux lui en parler de façon simple?» Et donc je me préparais une petite phrase courte parce que je savais que ça servait à rien de rentrer en profondeur dans le sujet. Mais je me souviens d'un soir tout particulièrement où je réponds à sa question sur comment s'est passée ma journée. Je lui parle avec le cœur et donc elle me répond avec son cœur et sa compréhension à elle, hein. Je lui en veux pas du tout et je ne souhaite pas qu'elle soit jugée sur ce moment de vie qui était indélicat dans ses propos, mais par mes connaissances, elle me dit: «Ah mais du coup, tu pourras plus jamais travailler comme avant?» Ma réponse a été: «Bah non, maman». Je dis: «Choisis l'option simple». Et là, elle me fait: «Mais du coup, c'est un petit peu comme si tu étais handicapée pour le travail». Je lui dis: «Beh, oui, voilà, c'est ça». Et elle me dit: «Mais est-ce que tu auras le droit à la prime des travailleurs handicapés quand même?» Ah là, ça m'a tuée. Et ça montre bien, malgré tout l'amour qu'une maman peut porter à son enfant, l'incompréhension de certaines personnes effectivement sur le sujet. Donc en fait, c'est juste prendre parti de dire qu'il y a des gens qui sont capés pour le comprendre et d'autres pas, et c'est OK. Je parle souvent du syndrome du poisson qui parle à un éléphant. C'est 2 mondes différents. Le poisson vit dans les océans en fait et il raconte à l'éléphant que c'est facile de plonger, de sauter, de nager en profondeur, de découvrir toutes les merveilles du monde tout en lâchant des petites bulles d'oxygène. Et pour autant, l'éléphant, il est là avec ses 4 patounes sur la terre bien fermes, à vivre toujours à peu près dans le même territoire, avec des semblables qui lui ressemblent. Et de fait, il entend, mais il ne peut pas comprendre en fait la richesse du monde en profondeur des océans, simplement parce qu'il n'est pas équipé au niveau de ses connexions de la même façon. Il n'a pas les branchies, lui, pour nager. Donc, il peut tester une petite partie, d'aller dans l'eau et effectivement d'être en immersion quelques secondes, mais juste quelques secondes tout au plus. Voilà, je raconte souvent cette petite histoire pour juste faire comprendre qu'on est juste différents, en fait. Mmh. Et tu as parlé quand même de son inquiétude à ta maman, effectivement. Et c'est vrai que c'est aussi une preuve d'amour qu'on a envers l'autre, nous, parents, quand on découvre, et c'est le sujet notamment de mon podcast Atypiques Kids, c'est quand on découvre le haut potentiel chez son enfant, on a une inquiétude qui naît de la méconnaissance du sujet et de l'inconnu finalement vers lequel on va. Et donc ça, c'est important du coup, effectivement, d'être informé, de se former, parce qu'on ne peut pas deviner les choses en fait. Il faut vraiment être accompagné, tu l'as dit plusieurs fois tout à l'heure, sur ce cheminement-là. Que les parents se sentent à l'aise aussi de solliciter des coachs ou des accompagnants sur le sujet pour les aider à la compréhension du sujet, pour mieux aider leurs enfants, en fait. Quand on est concerné, en tant que parent par le sujet, c'est bien de se reconnaître soi, avec soi-même, dans le haut potentiel, simplement pour être quelque part aussi un modèle aux yeux des enfants qu'on accompagne sur le sujet. Simplement parce que, personnellement, c'est ce dont j'ai souffert, de ne pas avoir de modèle, de référence, en fait, de personnes qui comprennent mon monde et ma bulle, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui dans la relation avec mes enfants. Mes jumeaux ont 7 ans, ils sont au fait du sujet depuis l'année dernière et ils grandissent bien avec ça, en fait. Simplement, ils ont juste une explication claire et précise de leurs différences avec des outils proposés pour, OK, comment on vit et des fois comment on survit dans ce monde qui parfois nous paraît un peu cruel. Tout à fait. Justement, en parlant de monde cruel, est-ce que tu peux nous parler du plus grand défi que tu as eu à surmonter et si le haut potentiel a joué un rôle dans le fait que tu aies pu surmonter ce défi? Je pense que le plus grand défi, j'aurais du mal à le définir. J'ai quand même la sensation profonde que le plus grand défi de ma vie, ça a été de survivre jusqu'au moment où j'ai su que j'étais au potentiel. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai tout fait à l'instinct, j'ai fonctionné à l'intuition, parfois en mode rebelle, parce que j'avais cette sensation de crier au monde, mon évidence, ma perception du monde et dans l'incompréhension totale de pourquoi moi je vois les choses comme le nez au milieu de la figure et les gens qui m'entourent ne le perçoivent pas du tout de la même façon. Donc en fait, le plus grand défi, c'était de vivre sans le savoir. Mmh mh. Mmh. Maintenant que je le sais, ça a transformé ma vie et ça transforme aussi la vie de mes coachés. Et je reprends souvent la petite phrase de notre formateur commun: ne pas dire à un haut potentiel qu'il est haut potentiel, c'est non-assistance à personne en danger. J'utilise aussi moi cette phrase et elle a vraiment pris son sens, de par son côté choc et en même temps, son côté prise de conscience directe en fait, Bien sûr. le mot danger. Alors justement, donc tu parles de coaching, raconte-moi comment l'aventure du coaching a commencé pour toi?
Ce simple constat de vie après mon burn-out où il fallait que je change des choses dans ma vie pour que quelque chose change. Ça, c'est aussi quelque chose que j'utilise beaucoup en coaching. On peut vouloir une vie meilleure, un bonheur plus grand, des amours plus intenses. Sauf que si on change rien à comment on fait les choses actuellement, il n'y a rien qui va changer dans notre vie. Donc, avant de le coacher, tout ce sujet-là, je me le suis d'abord appliqué à moi-même, en fait. Et donc, j'ai divorcé, j'ai changé de métier plusieurs fois en prenant conscience dans mes petits pas que le job, ça ne matchait pas, en fait. Et un jour, de décider un beau matin de prendre mon crédit sur le dos, mes 3 enfants dans les bras, de fermer les yeux, de sauter dans le vide et de dire je démissionne et je vais créer ma boîte. Ça s'appellera Cap Impulsion et je ne sais pas encore ce que je vais y faire dedans. Donc, j'ai lancé ma boîte la première année avec la volonté d'aider parce que j'avais été coachée et que ça avait vraiment pris du sens dans ma vie, cette notion d'aider et d'accompagner en fait, parce que cette sensation d'avoir survécu à 35 ans d'une vie en dehors de mes baskets, j'avais le sentiment de pouvoir aider des gens à ne pas mourir dans leur vie actuelle à force de marcher sur un chemin de vie en étant complètement à côté de ses pompes. Donc, j'ai commencé l'école de coaching et dans ma pratique, j'ai d'abord commencé avec du life coaching. Et il se trouve que quand je me suis reconnue au potentiel, comme on attire qui on est et que j'avais une bonne connaissance maintenant du sujet, j'ai pu permettre de détecter des hauts potentiels chez des gens qui ignoraient totalement le sujet. Et c'est une place qui n'a fait que grandir en fait, au point aujourd'hui où je suis effectivement coach atypique pour les personnes HPI, surdouées, zèbres, décalées, bizarres et tous les noms qu'on veut bien y mettre, peu importe le nom, peu importe le chiffre, peu importe si les gens ont été testés ou pas testés. On a suffisamment d'éléments aujourd'hui pour permettre aux personnes de se reconnaître dans leur diversité, dans leur atypisme, qu'on soit atypique ou pas, HP ou pas. De toute façon, chaque être humain est profondément différent de ses semblables d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà comment l'aventure du coaching en fait a démarré. Et aujourd'hui, je suis coach et pas que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai cette couverture un peu qui s'appelle Cap Impulsion, qui est mon écosystème et mon univers. Mais j'entreprends des choses différentes avec des partenaires de travail différents, simplement parce que le projet m'anime, comme tout haut beau potentiel qui se respecte. Et donc, j'ai besoin de diversité. Je sais que je ne pourrais pas être que coach dans mon emploi du temps de la semaine. Donc, il y a effectivement une formation, il y a eu l'écriture d'un livre, il y a des jeux de cartes qui sont sortis, il y a une formation en ligne en cours, il y a toujours plein de projets, mais tout est quand même rattaché à la volonté d'accompagner. Tout à l'heure, tu as évoqué assez rapidement le syndrome de l'imposteur. J'aimerais qu'on revienne dessus parce qu'effectivement, beaucoup de hauts potentiels font face à ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors, est-ce que tu as connu ça et comment tu l'as surmonté? Alors non seulement je l'ai connu, expérimenté dans tous les états de ma vie, comme j'ai dit, j'ai souvent changé de métier en métier qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et en sachant que moi, de base, j'ai arrêté mes études en première année de BTS parce que j'ai eu le bac, parce qu'il fallait avoir le bac, et puis après le bac, il fallait continuer à faire des études, seulement je m'y retrouvais pas du tout, j'étais pas scolaire pour un sou, et donc oui, le syndrome de l'imposteur, je l'ai connu, mais je le connais encore. C'est quelque chose qui perdure et tout bonnement parce que, comme je disais tout à l'heure, on est souvent doué en tout et expert en rien. Donc, on se revendique aucune légitimité et ça fait souvent rire mes coachés quand je leur en fais part. C'est vrai qu'on est globalement des personnes qui réussissent. Si on regarde vraiment de façon positive notre parcours, oui, effectivement, on réussit globalement tout ce qu'on entreprend. Quand bien même on a connu des échecs, ça nous a toujours servi pour rebondir et faire autrement, autre chose, quelque chose de plus grand et de plus fort. Mais sans les compétences, sans la formation, sans l'apprentissage, sans l'expérience. Donc, en fait, on a toujours tendance à dire que si on en est là, si on a réussi ça, c'est soit dû au hasard, soit qu'on a eu un coup de chance parce qu'on était au bon endroit ou avec la bonne personne, mais on a du mal à se reconnaître nos compétences profondes parce qu'elles ne sont pas facilement explicables au commun des mortels. C'est un super message là, Audrey. Ça veut dire qu'on peut quand même vivre avec ce syndrome de l'imposteur et que quelque part, il nous protège aussi. Il nous permet de nous remettre en question de temps en temps et de recadrer un certain nombre de choses dans notre vie. Donc finalement, il a du bon, ce syndrome de l'imposteur. Il a du bon et apprendre à vivre avec, c'est simplement accueillir le fait que dans notre être profond, il y a toujours une partie de doute en fait. Si on est vraiment conscient avec nous-mêmes, quand on est dans notre bulle,
avec un projet, quelque chose qui nous anime, on sait on sait qu'on est capable de le faire, on a globalement relativement confiance en nous, sauf quand on sort de notre bulle pour exposer notre projet au monde. Et là, en fait, ce qui se joue, c'est que on est confronté dans notre réalité à la réalité du monde qui nous entoure. Et en fait, c'est le jugement des autres, leur opinion, leur point de vue, qui vient nous faire douter. Parce qu'on est minoritaire, en fait, si on n'est pas bien entouré dans son écosystème, on est confronté, en fait, au mythe, à la réalité et du coup, on prend à nos doutes en sachant qu'on a un niveau d'exigence et de perfectionnisme sur une échelle de 0 à 10. Quand on commence quelque chose, on va se mettre souvent l'objectif à 10 en prenant pas conscience que la plupart des gens dans ce monde se mettent un objectif à 3. Ça leur paraît totalement courageux et que les plus téméraires vont se mettre un objectif à 5. Nous, on est tout le temps à 10 et le pire, c'est que quand on arrive à 8, il y a deux options. Soit on se rend compte effectivement qu'on n'a pas été assez ambitieux et on monte le curseur à 12, soit on se dit que c'est pas assez bien et on repart de zéro pour tout recommencer. Donc en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est juste accepter, comprendre que cette part de nous qui doute, c'est juste notre confrontation aux autres et qu'il faut revenir dans la partie de soi qui a confiance pour prendre sa confiance parce que personne à part nous ne pourra nous la donner. Tout à fait. Alors justement, sur ton projet de livre, raconte-nous un petit peu, comment tu as eu cette idée et quel est le message que tu veux faire passer à travers ce livre? Raconte-nous un petit peu. Ça fait bien 2 ans que je m'étais promis d'écrire un livre pour mes 40 ans, en sachant que je suis quelqu'un qui ne lit absolument pas puisque j'ai aussi du trouble TDA, du déficit de l'attention. Donc j'ai beaucoup de mal à lire. Au bout de 5 lignes, il y a un mot qui m'attrape et je pars en voyage dans ma tête et 4 pages plus loin, je me rends compte que mes yeux ont lu mais que mon cerveau n'a rien compris. Donc c'était très particulier de vouloir écrire un livre. Il y avait cette notion de toujours vouloir transmettre de mon expérience de vie, mais je trouvais pas la formule où je ne me mettais pas moi personnellement en avant en fait, ce qui m'était relativement inconfortable. J'avais cette idée de livre Audrey 40 ans, 40 vies pour raconter un petit peu mon parcours, mais je trouvais pas la déclinaison. J'avais pas à cœur de raconter tous les détails de ma vie, de me raconter. La version BD avec une page par année me paraissait pas appropriée parce que j'avais pas un truc type à raconter par année. Et puis, en fait, sur les bancs du rugby à regarder nos petits jouets, j'ai fait la connaissance d'Élodie, une maman. Ça a matché de suite. On n'a pas eu besoin de s'expliquer le pourquoi du comment de la vie, de l'injustice, du monde à refaire à l'endroit, à l'envers. Et en fait, on s'est reconnus toutes les deux dans notre haut potentiel. Et en fait, c'est parti au coin d'une table de la cuisine, tout bonnement, avec un dessin de suite à notre formation avec Fabrice qui nous avait parlé du canard qui est effectivement calme et posé en surface, mais qui pédale comme un fou. Et ma copine qui dessine me dit ouais, je pourrais essayer de te dessiner un canard. Et après, on s'est dit, on pourrait écrire un petit livret sur le sujet, en fait, parce que moi, ça me parlait l'histoire du vilain petit canard tout noir. C'est un petit peu celui qui est rejeté parce que différent. Et du coup, on dit, ouais, finalement, pourquoi on parle que des zèbres? Pourquoi on n'inventerait pas un personnage qui serait un canard? Et du coup, il y a ce vilain petit canard noir qui est bizarre et décalé par rapport à la communauté de canards jaunes, qui est plus souvent connue et qui finalement, quand il apprend son haut potentiel et se reconnaît, devient un joli petit canard blanc avec des zébrures multicolores. Donc, on a fait le lien des sujets en inventant ce personnage. Et ni l'une ni l'autre, on avait l'intention d'écrire un livre. Il se trouve juste que l'inspiration a été au rendez-vous et qu'on avait finalement beaucoup de choses à illustrer. Donc, on a d'abord commencé par les dessins par thématique avec la volonté de vulgariser un petit peu, de rendre le sujet un peu ludique parce que pour moi qui ne lis pas, c'était très compliqué les livres qui tournent autour du sujet du haut potentiel, quel que soit l'auteur. C'est pas une question d'exactitude du contenu ou de style d'écriture, c'est simplement ma problématique à lire. Donc, j'avais envie de transmettre sur le sujet avec un outil facile. Et ça s'est transformé en un livre de 164 pages, simplement parce qu'on a eu beaucoup de thématiques à illustrer. Il y a 64 planches de dessin qui sont sorties, avec chacune, en fait, une illustration, des définitions, des choses qui peuvent paraître compliquées. Et puis, toujours notre perception à Élodie et à moi, qui est très différente parce qu'on n'a pas le même vécu, pas la même expérience. Moi, j'ai passé les tests. Elle, qui a été aimée, choyée dans sa différence, n'a pas ressenti besoin de les passer. Donc, on avait vraiment deux regards différents sur le sujet qui viennent nourrir ce sujet commun, mais pour des personnes qui peuvent se retrouver chez l'une et ou chez l'autre, en fait. C'est une forme d'ouverture et parce que aussi dans nos accompagnements, on a chacune nos spécificités, nos couleurs. Donc voilà, on a écrit ce livre communément, on l'a co-créé
et c'est aujourd'hui un outil de travail. Alors, comment s'appelle ce livre et quand est-ce qu'il sort? Alors, ce livre s'appelle Trop tout le temps. Et si j'étais au potentiel? Et l'introduction qu'on peut trouver sur les réseaux parle de cette personne trop tout le temps, trop rapide, trop excessif, trop sensible, avec tous les trop qu'on nous connaît, mais y compris dans les excès, dans les exagérations, dans tous ces ressentis un peu trop forts et la perception quelque part trop violente pour nous, des gens qui nous entourent sur notre diversité. Donc, le titre, Trop tout le temps, s'est imposé à lui tout seul et donc il est déjà en précommande, il est déjà disponible et donc l'édition, papier, va arriver pour le début du mois de mai, donc c'est tout proche avec, une disponibilité aussi en PDF, pour ceux qui préfèrent le format, rapide et nomade. Mais il y a un extrait de 18 pages du livre qui est disponible sur ma page Facebook. Comme on le dit dans le livre, il est question de reconnaître, son haut potentiel pour assumer ses super pouvoirs plutôt que de subir ses super emmerdes finalement. Super. Pour conclure, quel message souhaites-tu faire passer à nos auditeurs? Avec quoi tu aimerais conclure aujourd'hui? Mon cœur de coach, a envie de dire: «Impulse ta vie» parce qu'à part toi, il y a personne qui le fera. La co-auteure, du livre Trop tout le temps a envie de vous dire, bah, c'est d'abord se reconnaître pour assumer, l'assumer soit avec soi-même et l'assumer, aux yeux des autres, pour ensuite bien vivre avec. Et puis, mon cœur de femme a envie de vous dire, osez être qui vous êtes profondément pour, vivre bien avec vos super pouvoirs plutôt que subir vos super emmerdes parce que oui, on peut être au potentiel et avoir une très belle vie, heureuse, fluide, intense, riche, vibrante, kiffante, acceptée, reconnue, assumée et il y a vraiment plein de belles choses à faire et j'en profite aussi du coup pour te remercier pour cette interview et ce moment de partage, pour le podcast que tu fais parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore assez nombreux à parler du sujet pour que toutes les personnes concernées se reconnaissent. On parle de, ça dépend des statistiques, de 3 ou de 5. J'attire toujours le regard sur le fait que c'est 3 ou 5 de personnes testées. On est beaucoup plus nombreux à ne pas s'être encore reconnus et à souffrir du décalage. Et ça, c'est pas juste. Tout à fait. Bah, écoute Audrey, c'est à mon tour de te remercier pour, ton énergie, ton ouverture d'esprit, ta spontanéité, ta fraîcheur qui ont égayé, ce moment. Alors merci à toi, plein de succès, à ce livre, et à Impulse ta vie. Merci beaucoup, Nawel. Au Merci à tous pour votre écoute.